Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche 6 juin 2021 et nous avons le plaisir de recevoir Dr Mohamedou Mouniroussi. Bonjour. Bonjour Mamadou. Vous êtes juriste, docteur en droit, enseignant-chercheur et maître de conférences assimilé. Cet essai vient à son heure. L'Afrique dite indépendante a 60 ans en 2020, année où tout semble basculer avec l'arrivée de la Covid-19 qui remet en cause tout. Les cartes sont redistribuées comme les rôles dans la géopolitique mondiale. Fin de citation. Extrait de la 4e de couverture de votre livre « Les sirènes de Gao, l'Afrique après 60 ans d'indépendance ». L'ancien directeur général du BSDA que vous êtes, Mouniroussi, se définit comme un esprit libre et indépendant. Vous vous nourrissez de sciences juridiques, de Cheikh Anta Diop, de Seydi El Hadj Malick Sy et de bien d'autres théories qui vous font écrire, j'ouvre les guillemets, une nouvelle Afrique se dessine dans les 60 ans à venir, non pas à une nouvelle donne, mais une bonne donne qui permet à l'Africain de s'approprier son histoire, de connaître son identité et d'être maître de son propre destin pour asseoir une Afrique prospère, paisible et conquérante. Je ferme les guillemets. Alors, Mouniroussi, commençons quand même par ces accidents de la route qui font des morts. 3 reporters du groupe Leral sont décédés à la suite d'un choc entre leur véhicule et un gros camion entre Tamba et Kédougou lors de la tournée économique du président de la République. Ça a été un drame, c'est un drame. Oui, bonjour, merci Mamadou pour l'invitation. Je pense que même c'est un volet qu'on devrait intégrer dans les 60 ans de l'Afrique indépendante, l'insécurité routière, qui constitue une des plus grandes tares de ce que j'appelle une Afrique qui se développe. Mais c'est une conséquence d'une cause que nous connaissons tous, ou bien une cause plurielle. Elle est d'abord liée à l'inculture des Africains, je parle de l'Africain, parce que le Sénégal est dedans, d'une indiscipline de ceux qui sont censés préserver la vie des uns et des autres, mais aussi d'un certain laxisme de l'administration qui doit se charger de la sécurité routière. Par sécurité routière, j'entends l'aménagement de bonnes routes, de routes larges. Vous constatez que en dehors de Dakar, toutes nos routes nationales sont très étroites. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit des bolides, des camions avec des calibres démesurés, parfois qui sont tronqués par les grands mécaniciens, très ingénieux, aux grandes dames des populations, mais face au laxisme de ceux qui sont censés contrôler l'état de confortabilité, l'état de mise en route de ces véhicules-là. Il va falloir pour cela donc revoir tout le système qui tourne autour de la conduite de véhicules. Je me rappelle, mon père disait, au Sénégal, on ne conduit pas, on déplace des véhicules. Parce que d'abord, beaucoup de gens ont le permis dans des manières que nous tous nous connaissons. Beaucoup de gens conduisent en ne respectant aucunement les règles du code de la route. Beaucoup de personnes conduisent en bafouant toutes les règles de sécurité liées au transport, surtout en commun. Je ne parle pas des transports particuliers, mais des transports en commun. Donc il va falloir pour cela renforcer les mesures drastiques pour l'obtention du permis, pour la circulation sur les routes, mais aussi et surtout revoir l'état des routes en évitant les nids de poules et les aménagements qui ne correspondent pas à la sécurité telle que voulue. Mais on en parle tout le temps. Mais pourquoi, oui, mais pourquoi on n'agit pas? Au Sénégal, on ne met pas fin à tous ces comportements que vous êtes en train de relever? Au Sénégal, il y a un élément, un phénomène d'ailleurs qui a été très bien campé par un grand doyen qui s'appelle Doudou Ndoye, qu'il appelle l'effet d'attente.
on a tendance à repousser la barrière au lieu de la sauter. C'est-à-dire, chaque fois on dit, quand je veux te voir, attends la fin de la Tabaski. Après la Tabaski, attends Tamkharit. Après Tamkharit, attends le Magal. Après le Magal, attends le Gamou. Cette récurrence de repousser les choses au lendemain constitue les causes. Même quand on veut fermer un marché, on dit, ah bon, il y a la Tabaski qui arrive, on dit faire. Après la Tamkharit, après c'est la Pâque, Noël. Voilà. C'est ce qu'il appelle l'effet d'attente. D'ailleurs, il voulait même écrire un livre. Je lui dis, j'attends toujours. Je pense que vous n'êtes pas victime de l'effet d'attente. Et du coup, c'est ça le problème. Il va falloir repousser la barrière, la sauter du moins, au lieu de la repousser. On a tendance toujours à attendre. Or, c'est des actions ponctuelles qu'on doit poser. Et également que les forces sociales, que j'appelle les forces sociales, organisations syndicales, organisations sociales, laissent l'État parfois aller dans sa rigueur. Parce que l'Europe, c'est parce qu'il n'y a pas de laxisme. Oui. La sanction, elle est là. On ne cherche pas à freiner l'élan de l'État. Oui, parce que derrière, il y a une politisation de la chose. Si tu fermes Sandaga, si tu fermes d'autres structures, tu penses que les locales vont venir, on pourrait être sanctionné parce que. Il va falloir savoir le pourquoi on a été élu. C'est la satisfaction de l'intérêt général. C'est que l'État, comme les collectivités locales, sont des pourvoyeurs de bonheur. Il va falloir arrêter, parce que cette comptabilité macabre qu'on note sur les routes, ça fend le cœur. On est désolé que des jeunes, travaillant et ayant leur famille, perdent leur vie bêtement. Et pour moi, ces accidents sont des accidents qu'on devait éviter. Parce que tout simplement, les véhicules ne sont pas de bon état, ou bien celui qui conduit n'est pas en bon état. Nous recevons donc Dr Mohamedou Mounir aussi. Votre livre, je l'ai sous les yeux, je le tiens là. Il est préfacé par Felwine Sarr et l'avant-propos porte la signature de Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères. Alors, que disent les sirènes de Gao pour reprendre le titre que vous avez choisi? Les sirènes de Gao, comme son nom l'indique, renvoient aux sirènes. D'abord, qui a une double acception. La sirène, c'est cet être sublime, ayant une tête humaine et un corps de poisson ou un corps d'un autre animal selon les pays, qui suscite une curiosité à sa sortie. Cet être qui est bizarre, mais par moments, son visage de femme reflète la beauté. Et c'est cette curiosité-là qui pousse les gens à venir voir qui il est, comment elle est, du moins. Deuxième chose, la sirène, qui rappelle les sapeurs-pompiers, qui rappelle les ambulances, qui rappelle la police, qui rappelle la gendarmerie, ce n'est rien d'autre qu'une sorte d'alerte. Nous qui parlions des accidents. Des accidents. Donc, c'est à partir de là qu'il va falloir se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand tu regardes le livre, tu te diras, mais je vais aller découvrir la curiosité dans le livre, parce que déjà j'entends des sirènes, le bourdonnement, le retentissement, pour essayer de voir ce qui se passe à travers le bouquin. Pourquoi Gao? Parce que Gao, pour moi, symbolise au Mali, symbolise l'Afrique. Je pars de ce que Morin appelle une démarche hologrammatique. L'hologramme, c'est le peu de tout qui renseigne à partir du peu tout. Donc je pars de Gao pour parler de l'Afrique, raison pour laquelle la femme que vous voyez sur l'affiche s'exprime, alerte, rappelle. Et l'Afrique étant toujours symbolisée par une femme, on parle de mère Africa, on a mis en place cette femme pour symboliser l'Afrique qui parle au monde, qui parle à ses enfants. Donc c'est un constat des 60 ans d'indépendance. Et on avait cru qu'avec l'indépendance, c'est l'instauration de l'égalité effective entre les États et les peuples. L'indépendance, la fin de la colonisation, les peuples africains devaient être les peuples égaux des peuples occidentaux et des peuples asiatiques. Mais que disent les sirènes? C'est ça que disent les... Oui. Ce qu'elles disent d'abord, c'est d'abord constat. Premier, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a arrêté? Pourquoi l'Afrique ayant tout semble toujours être à la traîne? Qu'est-ce qui s'est passé depuis les 60 ans? Quand on parle d'assassinat crapuleux, quand on parle de magouille, quand on parle de vol à l'intérieur comme à l'extérieur, on vise d'abord l'Afrique. Elles alertent. Nos sirènes alertent. Alerte. Mais en partant d'un constat. Voilà ce qui s'est passé. Parce que souvent, on veut soigner le mal sans savoir les causes. Et dans la première partie, on démontre les causes,
on campe la situation du continent africain à travers 6 chapitres. Le premier chapitre parle d'un désenchantement total. Je ne parle pas du Sénégal, je parle de l'Afrique. Du Cap à Dakar, de Tanger à Nairobi. Je parle de l'Afrique au sens large. Le constat général, c'est le désenchantement total. C'était mieux avant, ce que disent les gens. On n'a pas eu l'indépendance que pour ça. Parce que déjà, on avait cru qu'avec l'indépendance des États africains, qu'avec la souveraineté, entre guillemets, il y aurait la fin des 3 tares qui commencent toutes par la lettre V. Le vol, le viol et la violence. Et quand vous regardez, ces 3 tares existent toujours en 2020-2021. L'indépendance, justement. Vous dites l'Afrique dite indépendante à 60 ans. J'aime bien votre précaution d'ailleurs, dite indépendante. Ne faudrait-il pas déconstruire le mythe sur l'indépendance, je mets d'ailleurs entre guillemets, qui fait croire que l'Afrique n'existe que par le fait de la colonisation? Tout à fait. Raison pour laquelle je dis que cette indépendance-là, il faut la relativiser par rapport à ce qu'on appelle... Parce que l'indépendance est appréciée sous l'aune de la souveraineté. Mais il ne faut pas rentrer dans la logique occidentale pour se considérer inférieure, pour se considérer non indépendante. Parce que quand on remonte... Et se considérer n'existant qu'à partir des années 60. Des années 60. Ouais. Et c'est ce que je démontre en disant que, malgré le racisme, parce que quand vous regardez bien, après le désenchantement, je vais directement vers l'Africain qui n'est pas aimé. Le racisme, je parle de Floyd en disant un de trop ou un de plus. George Floyd. Et je voulais montrer simplement, à travers l'assassinat de George Floyd par un genou d'un policier blanc, n'est rien d'autre qu'un prétexte pour les autres assassinats crapuleux, partant de Steve Biko, d'Adama Kamara et avant-hier d'un petit jeune gambien à Saint-Étienne. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Et pourtant, malgré ce rejet du noir dans le monde arabe, du noir dans le monde asiatique, du noir dans le monde occidental, le noir a peuplé le monde. Et je parle que nous sommes tous des Africains. Par le détroit de Bering, on est passé pour peupler l'Asie, et par le détroit de Gibraltar pour peupler l'Europe, l'Occident. Et je démontre ça à travers les œuvres de Cheikh Anta Diop, confirmées par des écrits de Français, d'Anglais, de Suédois et d'Américains blancs, pour montrer que ce n'est pas prêcher pour sa propre paroisse, et pour dire simplement que le noir qui est rejeté est à l'origine de la civilisation de l'humanité. Donc je dépasse très loin la période coloniale, la période de la traite, pour aller à l'Antiquité. Que l'Afrique existait avant tout continent confondu. Je dis même dans le livre... Je dis même dans le livre que l'Afrique est le patron stylistiquement du monde. Tout se passe comme si Dieu aurait créé l'Afrique d'abord, avant de créer le reste du monde. Et c'est le cas. La centralité de l'Afrique. Mais sauf qu'on a tendance à reléguer l'Afrique au second plan. Mais on sait qui? C'est les autres. Oui, mais d'accord, mais on participe au jeu aussi. Oui, c'est la raison pour laquelle les sirènes sont venues pour dire attention. Oui, ce que disent les autres n'est pas vrai. Essayez de vous approprier votre propre histoire. Parce que si vous voulez aller de l'avant, il faut regarder là d'où on vient. Et moi, je suis parmi ceux qui croient, comme un grand penseur que beaucoup d'Africains ignorent, qui s'appelle Seydou Amadou, un Nigérien. Ouais. Il dit que le progrès est derrière nous. Et dans le livre, qu'est-ce que je dis? Je rêve d'hier. À partir d'hier, on pourra se reconstruire pour appréhender l'avenir. Et l'Africain croit que l'Afrique commence à partir de la colonisation et que l'indépendance existe à partir de la décolonisation, ce qui est totalement faux parce que c'est ce qu'on nous raconte à travers les écrits des autres. Justement. Alors, les auditeurs vous interpellent, hein? Ils ont beaucoup réagi, Mounir aussi. Saïd Niang qui dit « Sommes-nous indépendants au point de pouvoir dire après 60 ans d'indépendance ?» Mohamedou Lamine Gaye, est-ce qu'il n'est pas temps de changer notre système économique? Samba Mbalo, l'Occident continue toujours à exploiter les Africains à travers des institutions telles que l'ONU, l'UNICEF, il les cite, hein, etc. Après 60 ans d'indépendance, aucun changement. L'Afrique demeure toujours dans le sous-développement, l'accaparement des capitaux par nos dirigeants, le népotisme, le tribalisme et des coups d'État répétitifs. C'est ça, je dirais, le nœud qu'il faut dénouer,
qu'il faut revoir en vue de savoir qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce qu'on va. L'indépendance rime avec souveraineté. Or, aucun État africain, tel que définit la souveraineté, un pouvoir de droit originel et suprême. Est-ce que les États africains sont gérés à partir du droit? La plupart sont des pouvoirs de fait. Parce que pour accéder à gérer la destinée d'un État, d'une nation, il faut passer par le droit électoral, par des votes réguliers, par des élections claires et précises, sans fraude ni quoi que ce soit. Rares sont les pays qui sont enlisés sur ce chemin-là. Deuxième chose, est-ce que le pouvoir est suprême? Nous savons très bien que non, le pouvoir africain est débordé d'en haut par les instances internationales, les États les puissants, comme on dit, les puissances internationales, mais de l'intérieur aussi. Il y a des forces sociales qui ont plus de pouvoir que le pouvoir étatique. La preuve, la Covid. Dans beaucoup d'États, les chefs d'État avaient pris, au nom du droit positif, des mesures pour faire respecter les gestes barrières, pour fermer des lieux de culte, et des résistances ont eu lieu dans d'autres cercles où les autorités semblent être mieux et plus écoutées que l'autorité étatique. Ça s'est vu ici, ça s'est vu ailleurs. Troisième chose, combien de fois un président de la République qui se dit être le gardien de la Constitution, le père de la nation, se fait insulter dehors par ses propres enfants? Ça prouve donc que l'État n'est même pas respecté. Mais la raison, c'est qu'on a un État qui ne correspond pas à nos réalités sociales. Parce que c'est un État emprunté, qui est cousu par l'Occident et qui nous l'a légué. Or, un État, pour qu'il soit indépendant, ça ne doit pas être du prêt-à-porter, ça doit être du sur-mesure. Vous dites qu'il y a un décalage, vous ne l'avez pas dit exactement comme ça, un décalage entre l'État africain et l'organisation sociale de l'Afrique. Parce que quand vous regardez... Qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais c'est simple, le président de la République est l'incarnation de la souveraineté. Or, la souveraineté est originelle et suprême. Il n'y a rien au-dessus. D'ailleurs, on dit qu'il n'a ni concurrent, ni égal, ni supérieur. Un président qui va à Tivaouane, il n'est pas le supérieur, il n'est pas l'autorité suprême. S'il va à Touba, il n'est pas l'autorité suprême à Touba. Parce que les gens qui sont avec lui savent que l'autorité suprême ici, c'est celui qui reçoit. C'est pourquoi déjà, la plupart du temps, ils y vont accroupis et on dit la République est à genoux. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien, mais par rapport à l'État colonial qu'on a hérité, c'est pas bien. C'est la raison pour laquelle il faut repenser l'État sénégalais, l'État africain à partir de nos dogmes, de nos manières de vivre. Pour le Sénégalais lambda, il n'y a aucun problème que le président de la République aille à Touba, se mette par terre et que le calife soit sur son fauteuil au-dessus de lui. Ça ne gêne pas le Sénégalais qui connaît. Mais ça peut gêner si peut-être ça va jusqu'à peut-être remettre en cause l'autorité du président de la République. C'est à ce niveau que je dis, quand on parle d'autorité... Et qui est le président de tous les Sénégalais ou de tous les Zimbabwéens ou de tous les Gambiens. Mais est-ce que être le président en Afrique de tous les Sénégalais signifie être l'autorité suprême de toutes les autorités? C'est la question. On peut être président de tous les Sénégalais et si on parvient à mettre en place un système étatique qui est le nôtre, qui part de nous, de nos vécus, de notre culture relationnelle entre les puissances, on peut avoir un président de la République sans pour autant lui coller l'étiquette de l'autorité suprême, parce que dans la pratique, ce n'est pas le cas, et ça ne sera jamais le cas. Donc il faut pour vous tenir compte de cette réalité de l'organisation sociale. C'est pourquoi même dans le cadre de la justice, la justice parfois a du mal à aller jusqu'au bout de sa logique, parce qu'il y a des résistances sociales qui correspondent à notre manière de vivre. Deuxième chose, la médiation sociale parfois a plus d'impact dans le règlement des conflits, des litiges, que la justice elle-même. Troisièmement, l'indépendance de la justice, il faut qu'on en parle, même du point de vue vestimentaire. Cheikh Ahmed Tidiane Sy l'avait posé. Qu'est-ce qui explique qu'en Afrique, pour juger, on doit porter des robes? Qu'est-ce qui explique en Afrique anglophone, pour juger, il faut porter des perruques? Tout ceci, c'est des symboles qu'on doit déconstruire pour être nous-mêmes. On doit porter nos pagnes sous forme de seroudunk, comme on dit, pour juger,
parce que c'est africain. Nos boubous. Nos boubous, nos tissus en africain, je ne parle pas des tissus Lagos ou Vax. Ça vient de Hollande. Ce n'est pas des tissus africains, encore une fois. Donc on a tous croire que c'est africain et ce n'est pas le cas. Alors, suite logique de ce qu'on est en train de dire, et c'est dans votre livre, cette phrase rappelant un adage. Celui qui ne sait pas où il va, il retourne là d'où il vient. Et vous ajoutez, pourvu qu'il sache d'où il vient. Vous avez un doute? Mais oui. Ah oui? L'Africain ne sait pas d'où il vient, ne sait pas ce que ses aïeux ont fait dans le passé. L'exemple que je donne, je vous ai expliqué que le premier blanc, entre guillemets, est sorti du noir. L'homme de Grimaldi, l'homme de Cro-Magnon. C'était des Noirs africains, Homo sapiens sapiens, qui ont quitté l'Afrique par le détroit de Gibraltar, rentrant la Crimée, Espagne, la partie chaude de la France et de l'Italie, pour peupler. Avec la dépigmentation, sur 20 000 ans, le blanc est sorti du noir. Et puis vous reprenez les théories de Cheikh Anta Diop, de l'évolution, pas évolutionnisme à la Darwin, non, mais évolution de la dépigmentation. Parce qu'il fallait avoir une peau claire, ce qu'on appelle la race locoderme, pour pouvoir vivre là-bas, parce que c'était moins 60 degrés pendant 20 000 ans. Et ils se sont par la suite ensauvagés, avoir des cheveux longs et la peau complètement blanche. La nature faisant la sélection des blancs, le plus blanc vivait et le moins blanc mourait. Raison pour laquelle ils sont restés entre eux et par la suite, la race locoderme est née. Cette histoire est vraie, actée, non pas écrite par Cheikh Anta Diop seulement, mais par des Européens eux-mêmes. Deuxième chose, le savoir grec, qu'on dit être né d'un miracle, le miracle grec, c'est faux. Pythagore, Platon, Aristote, Thalès, Diodore de Sicile, c'est eux-mêmes qui le disent. C'est Hérodote, le père de l'histoire. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle le père de l'histoire, je ne sais même pas pourquoi. Ils l'écrivent dans leurs bouquins comme quoi ils sont venus en Égypte noire, ce qu'on appelle la partie orientale et australe. Parce que n'oublions pas qu'il y a des évolutions dans le premier homme ne serait-il pas né en Afrique du Sud? Parce que les recherches montrent maintenant qu'on décale de l'Égypte vers l'Afrique australe. Mais néanmoins, c'est cette zone-là. Le Kenya, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Lesotho. Et c'est là-bas que les Grecs sont venus apprendre le savoir. Platon a fait 12 ans en Égypte pour apprendre la philosophie. Pythagore, 22 ans. Allez à Londres, au Muséum de Londres. Vous verrez le théorème de Pythagore en hiéroglyphe. Écrit par nos ancêtres noirs de l'Égypte il y a 1800 ans avant la naissance de Pythagore. On nous a appris à l'école française que la géométrie a pour père Aristote et Euclide. Ce qui est faux. Parce que les trois colosses qu'on appelle pyramides, Khéops, Képhren et Mykérinos, ont été érigés, la dernière c'est Mykérinos, 1200 ans avant la naissance d'Euclide. Les pyramides n'ont-ils pas une figure triangulaire? Ou bien le triangle n'est plus géométrique? Donc on ne peut pas dire en 2020 que la géométrie est grecque. Et là, les Africains ne le savent pas. Je vais finir par un autre élément très important. Parce que l'Africain est par essence croyant. On est musulman, chrétien ou juif. Or, ces trois religions révélées ont des origines négro-africaines. Ou animistes. Ouais, même les animistes sont dans le syncrétisme. On voit des animistes chrétiens. Nous sommes tous des animistes. Hein? Le Wolof est animiste. Parce qu'il procède au syncrétisme. Mais pour aller très vite, et c'est très important, la religion juive, les Juifs n'aiment pas les Noirs. Allez en Israël, il y a un film, je vous le recommande, qui s'appelle Va, vis et deviens. Les Noirs juifs Falacha, arrivés là-bas pour constituer le peuple juif, sont considérés comme des moins que rien. Or, que j'ai eu à visiter lors d'un séjour en Israël. Voilà. Oui, et ils sont presque internés dans des camps. Voilà. Des vauriens. La souillure, il ne faut pas se mélanger avec eux parce que c'est de la souillure. Or, le plus grand prophète du point de vue messianique, même consacré par le Coran, c'est Moïse. Moussa. Moussa a vécu 2500 avant JC. Au temps de Toutmoses III et de Ramsès II. À l'époque, l'Égypte n'était même pas métissée. Il n'y avait que des Noirs. Et Dieu dit dans le Coran, Laqad ja'akum rasoulun min anfusikum. Quand j'envoie un prophète, je le prends parmi les siens. Si les Égyptiens étaient noirs,
Moïse qui était avec eux ne pouvait être que noir. Donc s'il organise un film, ils produisent un film en 2021, parlant de l'histoire de Moïse à Hollywood, il va falloir qu'ils prennent pour incarner Moïse un acteur qui s'appelle Omar Sy, Denzel Washington ou Will Smith pour donner la vérité historique. Mais pas à des blancs parce que Moïse n'était pas blanc. Pas un pharaon blanc parce que ces pharaons n'étaient pas blancs. De la première dynastie à la 18e, il n'y a pas de pharaon blanc. Il faut faire une déconstruction. Déconstruction. C'est pourquoi je dis l'Africain ignore ça. Et s'il sait ça, c'est important par rapport aux Juifs. Deuxième élément réel qu'on a en tête, mais qui est tellement alambiqué dans nos têtes qu'on croit que les prophètes étaient des blancs, c'est le cas de Suleiman. Suleiman, Salomon, c'est le plus grand prophète de l'histoire de l'humanité. Il a régné sur les djinns, les hommes, le nord et le sud, l'est et l'ouest, c'était le seul. Charlemagne n'avait même pas ça, parce qu'il ne régnait pas sur les animaux et les végétaux. Je termine par là, Mahmoud, c'est très important. Suleiman avait une femme qui s'appelait Belkis. Belkis, on l'appelle la reine de Saba. Saba, c'est en Nubie, c'est l'actuel Érythrée. Ils ont eu un fils qui s'appelle Ménélik, premier, qui est le grand-père d'Haïlé Sélassié. Donc pourquoi les Juifs n'aiment pas les Noirs? Allez à la Mecque. Le premier à habiter au Hijaz, dans le Golfe, particulièrement à la Mecque, entre Safa et Marwa. C'est une femme éthiopienne qui s'appelle Hajara. Le Zamzam, le puits de Zamzam, lui appartient. Donc si on était allé à redistribuer les patrimoines, l'Afrique pourrait dire, l'Arabie Saoudite m'appartient, le puits de Zamzam m'appartient parce que ça appartenait à une de mes filles. On doit savoir d'où nous venons. Et ce ne sont pas les références qui manquent. Du point de vue institutionnel et juridique, Mounirou, il y a la charte du Mandé, qui est antérieure à la Magna Carta. Il y a la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal et d'autres références. Il faut aller puiser dans ces références-là, mais comment? C'est ce que je dis, je rêve d'hier. Oui. Le progrès de l'Afrique est derrière nous. On n'a pas besoin de singer. Le mimétisme constitutionnel et juridique doit s'arrêter en 2020. La Covid est un prétexte. Qu'est-ce qu'on parle? Déclaration de patrimoine. C'est l'article 2 de la résolution de Thierno Souleymane Baal. Que toute personne qui est nommée ou élue quelque part déclare son patrimoine. Et pendant sa gouvernance, si on voit que son patrimoine augmente, qu'il se justifie. S'il continue, qu'on le destitue. Et s'il refuse, qu'on le tue. Parce que c'est une sorte de parasite pour la société. Résolution de Thierno Souleymane Baal. Article 1er. Ne confier aucun poste de responsabilité à un non-sachant. Et là, on parle actuellement, si c'était le cas, d'un président de la République, d'un ministre, chef de service et tout, directeur de télévision et de radio, confiez-la en sachant. Éviter, article 2, que les fils succèdent à leur père et par extension les filles à leur mère. C'est l'interdiction de la dévolution monarchique. Il l'avait pensé en 1771. 1771, c'est avant 1776. Absolument. Indépendance des États-Unis. Ouais. C'est avant 1789. Donc on n'a pas besoin d'aller en Chine, d'aller en Grèce, d'aller en France ou aux États-Unis pour organiser notre société. Nos grands-pères, Thierno Souleymane Baal, Abdoul Khadr Khan, Khali Amar Fall, parce que c'était lui le recteur de l'université de Pire. Et ils étaient là-bas pour se former. Il a formé le père de Cheikh Omar Foutiyou Tall, Mam Seydou Tall. Il a formé d'autres, même le père de Cheikh Ahmadou Bamba est passé à Pire. Quand Pina Laprade est arrivé, il a détruit l'université de Pire, avec elle toute sa bibliothèque. Ce qui constitue un crime contre le savoir. Qui en parle? Personne. Quand il était question de construire les 3 grandes universités triangulaires de l'Afrique, à l'époque, l'Europe était dans l'obscurantisme total. C'était Kharaouiyine au Maroc, Al-Azhar en Égypte et Tombouctou au Mali. C'était le triangle intellectuel du monde à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas Harvard University, il n'y avait pas Oxford, il n'y avait pas la Sorbonne. Il faut réécrire nos constitutions et réformer nos institutions. Absolument. Parce que la constitution sénégalaise est francophone dans l'Afrique francophone. Toutes les constitutions ne sont que les copies pâles de la constitution du 4 octobre 1958 de la France. Moi, je suis constitutionnaliste, j'enseigne le droit constitutionnel, je vois qu'il n'y a que du mimétisme total. Même si, depuis les années 2020, mais vous il y a des rien, changements. Vous, constitutionnaliste. Si, on vous appelle même les tailleurs.
À ce niveau, hein? il faut Ça aussi, on l'a entendu. Il faut différencier. Pourquoi vous êtes des tailleurs? Heureusement, moi, je ne suis pas un tailleur de haute couture. Hein. Je ne sais même pas manipuler une machine. Vous êtes quand même des tailleurs. Non, c'est une question de, je de catégorie, mais vous êtes quand même des tailleurs. Pourquoi? Puisque vous êtes des tailleurs, de si bons tailleurs, vous ne conseillez pas ou vous ne participez pas à la rédaction de nos constitutions et la réforme de nos institutions en conformité avec ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, un conseiller reste un conseiller, le décideur reste un décideur. Dans nos cours de droit, moi j'enseigne la charte du mandat, qui n'est pas dans le préambule de la Constitution du Sénégal. Et on se bat dans le réseau africain de droit constitutionnel pour que toutes les constitutions du monde, de l'Afrique surtout, intègrent dans leur préambule la charte du mandat, pour qu'on puisse l'enseigner à la fac. Mais jusqu'à présent, le constituant africain résiste à intégrer cette charte du mandat, qui est née en 1267-62. C'est une menace pour lui. On ne sait pas. On ne sait pas. Deuxième chose, nous avons voulu se départir de ce mimétisme-là. D'ailleurs, on a essayé au Sénégal. Quand vous regardez très bien, il y a beaucoup de pans où, de la Constitution, on n'est plus comme la France. Parfois, on va même plus loin que la France. Maintenant, c'est l'effectivité qui pose problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une constitution n'est que l'expression initiale d'un peuple. Et ce peuple ne peut être qu'africain. Ce n'est pas l'expression d'une volonté d'un peuple français qu'on vient imposer en Afrique. C'est pourquoi il y a décalage. Et quand vous regardez, l'État africain, comme la République, comme l'administration, ne sont que des reconductions systématiques et mécaniques des modèles français qui sont anachroniques. Et raison pour laquelle nous pensons que c'est des données d'emprunt. Remettriez-vous en cause la laïcité? En fait, ça dépend. Parce que la laïcité ne veut pas dire le rejet de la religion dans l'espace public. Le gouvernement le plus laïque, c'était le gouvernement de Médine, sous le prophète de l'islam. Et là, je vous renvoie à l'histoire de l'islam. En 630, 2 ans avant son décès, le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, Mohammed, il a nommé un juif, gouverneur de la Syrie, Ja'far ibn Mansour. On lui a demandé, mais pourquoi? Il a dit, parce qu'il est honnête. Il a installé dans sa république la possibilité de collaborer avec des non-musulmans, chrétiens et juifs. En 630, un groupe est venu de Syrie parce qu'entendant qu'un prophète est né, groupe de juifs. Et au moment de faire leur sabbat, leur prière du samedi, le prophète a ouvert Masjidul Khiblatayn en leur disant, allez faire votre prière parce que ce n'est rien qu'un lieu de culte. Or, en 2020, allez dans des mosquées avec des Français et des Anglais, les imams vous disent non, ils ne doivent pas rentrer parce que ce n'est pas des musulmans. Donc il va falloir, à ce niveau aussi, déconstruire. La laïcité n'est pas le rejet de la religion, c'est le fait d'avoir une neutralité avec les religieux. Oui. Si tu donnes un à l'église, tu dois donner le même à la mosquée ou aux synagogues. Je vous pose la question, Mounir, aussi, parce que nous sommes dans une réflexion intellectuelle et on peut aller le plus loin possible dans cette réflexion. Une plongée dans cette Afrique de l'origine à nos jours, une façon de faire un clin d'œil à feu le professeur Iba Der Thiam, d'ailleurs, que vous avez choisi comme parrain aux côtés de feu Papa Malick Sy, de votre cérémonie que vous avez organisée au Musée de Civilisation. Mais l'Afrique des origines à nos jours, quand on pose la question de la laïcité, puisque tout à l'heure vous disiez que l'organisation sociale africaine voudrait que le président de la République ne soit pas le chef suprême, que ça ne devrait pas gêner qu'il s'agenouille devant un guide religieux musulman, je suppose. Mais la religion musulmane, elle vient aussi de l'extérieur. Oui, moi je ne suis pas dans ce que j'appelle le dégagisme. Comme je le dis, il faut aller dans ce que nous avions en le clonant avec ce qui est réel. Parce qu'il faut partir de la réalité aussi, il faut être réaliste. Je ne veux pas dire qu'on rejette le christianisme, qui est une religion d'ailleurs. On rejette l'islam, qui est une religion d'ailleurs, et encore. Parce qu'il y en a qui théorisent la négritude de Marie. Allez à Jasna Gora, en Pologne. Allez à Toulouse, à la Dorade, c'est des cathédrales. Allez à Fatima, au Portugal. Les catholiques là-bas vénèrent la Vierge Noire.
avec son fils noir. Et ça a accepté en 2018-2020, 2018-2019, par le pape François au Saint-Siège, au Vatican. L'idée de la Vierge noire commence à rentrer dans le mental des catholiques. Raison pour laquelle je vous dis. Donc, maintenant, l'Afrique étant au début de tout, que toutes les religions révélées doivent être considérées comme ayant une origine noire. c'est le cas. C'est pas que doivent être, c'est le cas. Donc la laïcité. La laïcité, pour revenir là-dessus, c'est pas la laïcité à la française, mais il faut aller à la laïcité à l'époque du prophète de l'islam, à la laïcité américaine. C'est-à-dire pas système a-religieux avec le rejet de la religion, mais système infra- et intra-religieux. On peut gouverner en ayant la religion comme élément acteur de la gouvernance. Or, l'Occident, surtout la France, avec Jules Ferry, la loi de 2005, 2002, 1905-1902, écartait le religieux dans l'espace étatique. Ce qu'on peut intégrer dans la laïcité sans pour autant aller vers, comme la France. Je le défends d'ailleurs dans un de mes anciens livres. La laïcité, c'est comme un triangle. La base serait la reconnaissance de toutes les religions dans l'espace public. L'hypoténuse serait la neutralité de l'État par rapport à ces religions-là. Et la hauteur devra être l'égalité des religions dans l'espace public. On reconnaît, on est neutre et on pose une égalité entre les deux. Il n'y a pas de favoritisme ni de suprématie. C'est ça la réalité réelle, mais pas la réalité dans laquelle on rejette le religieux dans l'espace public. Jury du dimanche avec Mohamedou Mouniroussi. Alors, dans votre livre Les sirènes de Gao, vous parlez de souveraineté africaine, un mirage renouvelé. Alors, une autre Afrique des années 2020. Vous dites réinventons notre rêve. Mohamedou Lamine Gueye disait tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas revoir tout le système économique comme référentiel aujourd'hui, parce que le constat, l'Afrique ayant été au début, l'Afrique est le continent le plus en retard du point de vue du développement. Alors, réinventons notre rêve. Comment briser ces chaînes avec l'Occident? Comment arriver à ce basculement? Comment réinventer donc notre rêve? Il faut commencer par être debout. Parce que comme disait Tata Nana dans un ouvrage d'Aminata Traoré, quand on est debout, on occupe moins de place. On n'est pas couché là. Si on est couché, on occupe beaucoup de place. Mais celui qui est debout occupe moins de place. Il faut être debout. Et quand on est debout, on a tendance à vouloir marcher. Et qui marche avance. Un. Deuxième chose, économiquement, revoir ce que j'appelle la clé de voûte de l'économie, c'est la monnaie. Il faut quitter le CFA. Tous les avantages que le CFA donne ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Les inconvénients sont multiples et 1000 fois plus importants que le peu d'avantages que le CFA nous donne. Rien que pour l'aspect symbolique, une monnaie qui est fabriquée dans un autre pays, qui n'est même pas en Afrique, à Chamalières. Notre monnaie est fabriquée là-bas. Deuxièmement, transportée par des non-africains, que des Français jusqu'à destination africaine. Mais là, vous ne parlez que d'une partie de l'Afrique. Non, exemple, je parle de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et c'est très important parce que c'est la partie de l'Afrique membre de la zone franc. Oui, c'est la partie de l'Afrique la moins développée. Et aussi l'Afrique centrale. Oui. Ce sont les deux parties de l'Afrique, regarde bien, les moins développées en Afrique. On peut donc prendre qu'il y a un facteur parmi lesquels, la monnaie. Parce qu'on partage la même monnaie. Pourquoi on est sous-développé? Le Kenya s'en va. Les pays maghrébins nous dépassent de loin. Actuellement, le Maroc reçoit des émigrés espagnols. Nous en recevons aussi. Hein. Oui, mais... On ne fait pas attention à cela. Oui. Nous avons aussi de plus en plus d'immigrés qui viennent. Hein. Oui, mais est-ce qu'on leur offre du travail? On ne s'arrête pas là-dessus. Mais ils sont quand même là. Est-ce qu'on leur offre du travail? Ils viennent pourquoi? Il y en a qui viennent pour du tourisme. Mais moi, je parle de l'immigration professionnelle. Les Espagnols viennent pour être des maçons, des menuisiers, des éboueurs. On fait le constat ici aujourd'hui. Il va falloir pour cela une émission de télé. On ne passe pas, on passe dessus comme si de rien n'était, justement. Mais donc, c'est pour vous dire simplement que l'Afrique doit prendre les choses en main, en commençant par rompre
Parce que celui qui détient les cordons de la bourse détient le pouvoir de commandement. Deuxième chose, essayez de nous libérer des institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale. Kadhafi avait un grand programme pour que l'Afrique soit indépendante par rapport à ça. Là-bas, il y a deux choses. Un agenda qu'il déroule, Banque mondiale, FMI, que les Africains sont obligés d'intégrer, sinon ils n'auront pas l'aide, ils n'auront pas l'accompagnement. Avec surtout les anneaux, les avis de non-objection. C'est comme ça, c'est pas autrement. Avec également leurs valeurs. À chaque fois qu'ils te prêtent de l'argent, ils intègrent la notion genre, promotion du genre. Et le genre, on sait, c'est pas seulement l'homme et la femme, mais l'autre qui est entre les deux. Il faut que le droit positif l'accepte dans ton pays pour qu'on puisse t'aider, t'accompagner financièrement. Et ceci est anachronique par rapport à la société africaine. Le droit, je l'ai dit dans le livre, est culturel. On ne peut pas imposer sa manière de vivre ailleurs à une population qui n'est pas identique à la tienne. Tu ne peux pas, à partir de la Suède, exiger que ta manière de vie, ta manière de dérouler ta vie doit être la même que les Peuls qui vivent à Kermomarsar ou le Serer qui est à Somb ou à Diakhao. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qu'ils veulent à partir de la Banque mondiale, à partir du FMI, imposer leur manière de voir, leur agenda aux pays africains. Sans cela, vous n'aurez aucune aide, vous n'aurez aucun accompagnement. En tout cas, les milliards continuent de pleuvoir, milliards de la Banque mondiale, avec des conditionnalités. Avec tous les autres bailleurs. Avec des conditionnalités. Ça a commencé avec le sommet de la Baule. Pour vous, il faut commencer par rejeter cela. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre à la place? Le Ghana, le Ghana avant-hier, le président ghanéen, Ada Kofu Ada, il a reçu Macron. Il lui a dit, nous ne voulons plus de l'aide de la France. Nous ne voulons plus que le contribuable français vienne nous aider à nous développer. Laissez le Ghana se développer seul. Kofu Adou. Deuxième chose, pendant la Covid, Mamoudou, l'Afrique était le continent le moins endommagé, le moins meurtri. Pendant 1 an, on a eu moins de morts par rapport au reste du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'ingérence occidentale. C'était le sauve-qui-peut, le repli sur soi. Si on laisse à l'Afrique le soin de s'auto-gérer, elle va bien gérer son destin. Et la preuve, c'est la première année de la Covid. L'Afrique a commencé à avoir des problèmes lorsque les frontières ont été ouvertes, parce qu'il y a toujours la main cachée de l'Occident pour orienter à son profit. Très bien. Comment gérer et bien gérer son destin quand vous-même, vous parlez de démocratie biaisée qui vire vers une démocrature avec des pouvoirs publics qui essaient face à des populations désabusées et aussi le peuplement de toute l'humanité par le Noirs originaire d'Afrique, berceau de la civilisation et mère de toutes les sciences. Il faut commencer par casser l'obscurantisme et l'ignorance. Et le véhicule, c'est l'école. Moi, je dis, il faut quitter l'école publique pour aller vers l'école républicaine. Là où on nous apprendra qui on est. À l'école, on ne nous apprend pas qui on est. On apprend à partir de la langue de l'autre. Et Cheikh Anta Diop disait quoi? Celui qui veut se développer avec la langue de l'autre ne se développera jamais. Qu'est-ce qui explique Mohamedou Ibra Kane en 2021 qu'on fasse 6 ans à l'école primaire alors que le CP et le CI sont une classe, on peut les combiner en une classe. Le C1 et le C2, c'est une seule classe. Vous avez vu plus d'une fois quelqu'un qui est au CM1 avoir l'entrée en 6e et le certificat d'études. Ça prouve qu'on peut les combiner et on gagne 3 ans. La classe de 5e au collège, on peut renforcer la classe de 6e, en faire une seule classe. On gagne 4 ans entre le collège et le primaire. On perd trop de temps. On perd trop de temps à ne rien apprendre. Ce qu'on apprend ne nous sert à rien du tout. Tu as le bac, tu ne sais rien faire. Pourquoi? Parce que on devait commencer par la langue nationale. La Corée est un exemple. L'école primaire, on n'a pas besoin de 1 plus 1 en français. Tu dis à un Wolof qui a 2 ans, ben ak ben ñaata la mun la ñaar. Donc les mathématiques, la lecture, on peut commencer par le Peul, le Diola, selon la région où il y a plus de monde là-bas. Au Fouta, on favorise le Poulard. En Casamance, le Diola, Socé, Mandeng. Au Sine, le Serer. Et dans le milieu Kadior, Baol, le Wolof.
Comme ça, l'école primaire, les langues nationales seraient des langues vivantes. Là où aujourd'hui, elles sont des langues mortes. La langue vivante, c'est le français, l'arabe, l'anglais, l'espagnol. Et même parfois, le chinois vient avant les langues nationales. Il faut arrêter ça. On va quand même, puisque on parle des sirènes de Gao, avant de revenir sur d'autres sujets, en refermant totalement notre livre. Cheikhouna Tine, ma question est la suivante. Que pense-t-il de la décision de la France de suspendre ses opérations militaires conjointes avec l'armée malienne, puisqu'on parle des sirènes de Gao? Alors, d'ailleurs, dans le livre, je le dis, l'Afrique de l'Ouest a connu ce cataclysme les 10 dernières années à cause de l'émission de la France dans la gestion de notre sécurité. Ça a été le cas depuis toujours, mais le Mali a été un cas spécial. Et la France a laissé pourrir la situation en laissant IBK, en le regardant, pour qu'il quitte tranquillement, parce qu'ils avaient peur du syndrome Gbagbo au Mali. Vous savez très bien que l'imam Dicko était le leader charismatique du Mali. Et en face de la faillite de IBK, ils avaient peur que la population plébiscite l'imam Dicko, qui est un imam musulman et très rigoureux sur la charia. Pour la France, on préfère un coup d'État à l'arrivée de Dicko. C'est une lecture qu'on peut avoir. Et c'est une grille de lecture que les faits ont consolidée dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient la partie où le Mali a le plus de ressources soit ingérée et non gérée par l'État malien. C'est là-bas. Ils pouvaient, si la France voulait, oui, avec Barkhane, oui, avec MINUSMA, se joindre et écarter les militaires au pouvoir. Pour gagner du temps, il y a eu quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Avec Bandao qui a été écarté avec son premier ministre Won. Oui, aujourd'hui, Gassimi Goïta a fait un autre coup d'État. Un premier ministre qui devrait être Choguel Maïga, issu justement du M5. Le M5 renvoie à Imam Dicko. La France décide donc de suspendre les opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. Pour répondre à cette question. C'est une question de géopolitique et d'argent. Parce que le Mali a décidé d'acheter des armements russes au détriment du français. Pourquoi Amadou Djouri a été tué? Parce qu'il a refusé de vendre son uranium à la France. Et on l'a tué, on a mis un lieutenant, petit lieutenant Tchini Kounché, que tu connais, qui a été le prédécesseur de Chenabré. Il n'y a pas qui. Le Mali a décidé d'acheter de l'armement russe. Ce que les Français n'ont pas accepté, raison pour laquelle ils se retirent. Il faut comprendre que, ce que disait le général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. L'intérêt de la France, c'est que l'armement émane de chez eux. L'actuel homme fort du Mali a décidé de s'orienter vers la Russie. C'est le même cas. Séni Kounché, c'était au Niger. Au Niger, pardon. Goukuni Wedei, peut-être au Tchad. Mais je parle du Niger. Oui, du Niger. Je parle du Niger. Séni Kounché, Niger. Séni Kounché, parce que vous avez parlé de Hissène Habré. Hissène Habré, c'est par rapport à... Très bien. Au Tchad. Mais au Niger, le Niger de Amani Djouri a décidé de ne pas vendre son uranium à la France. Absolument. La France a monté un jeune lieutenant qui s'appelle Tchini Kounché pour le destituer. Ça s'est passé au Gabon avec Léon Mba. Léon Mba, quand il ne faisait plus l'affaire de la France, il y a eu un coup d'État. On l'a réinstallé le lendemain pour le destituer au profit d'Albert Bongo. Vous êtes en train de dire que ce que Goïta est en train de faire aujourd'hui, ça n'arrange pas la France. C'est une sorte de rectification qu'il serait en train de faire, mais c'est quand même un coup d'État. C'est un coup d'État. Moi, je suis contre les coups d'État parce que je vous ai dit dès le début qu'on doit accéder au pouvoir par la voie des urnes. La place de l'armée, c'est dans les casernes. Les populations doivent être gérées de manière civile. Très bien. Mouni aussi, on va quand même revenir aux questions nationales au Sénégal pour finir notre émission. D'abord, vous êtes partisan d'un mandat unique. Oui, je suis partisan. Mandat présidentiel unique. Absolument. Je l'enseigne depuis 2006. Oui. Dans mes cours, arrivé au mandat, je dis toujours, il faut aller vers un mandat unique, ce que je partage avec le professeur Babacar Gueye. On est les seuls dans la sphère constitutionnelle, doctrinalement parlant, à défendre ça. Parce que je pars de l'idée selon laquelle, qu'est-ce qu'on veut avec un État? Babacar Gueye parle de mandat unique de 7 ans. De 7 ans. Pareil, on est pareil. Moi, je veux un mandat unique de 7 ans. Une fois dans ta vie, on ne peut même pas revenir. C'est ce qui se passe en Corée du Sud. C'est ce qui se passe en Pologne.
C'est ce qui se passe au Mexique. Vous n'avez jamais entendu parler des élections présidentielles mexicaines. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Le président en exercice n'est pas candidat. Ainsi, dès qu'il arrive, ce qui l'intéresse lui, c'est les résultats. On va aller vers la dépolitisation de l'administration. On va aller vers le gaspillage des biens publics pour des raisons politiques. On va aller vers la fin du clientélisme et de la cooptation. Avez-vous des chances d'être entendu? Je pense que si. Par la classe politique. Je pense surtout. que si, parce qu'il y a quelque temps, dans une résidence à côté, il y avait eu un grand débat là-dessus. Et un jeune politique du PDS d'alors disait que, pourvu que l'on ait un consensus. Parce que, regardez ce qui se passe dans les élections à 2 mandats. Le renouvellement du mandat pose toujours problème, parce que celui qui arrive au pouvoir dès son premier mandat pense déjà à son renouvellement. Deuxième chose, une fois le deuxième mandat fini, on pense à oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rester pour un troisième? Allant vers le tripatouillage, qui va susciter un soulèvement populaire, occasionnant des morts, ce qu'évite le mandat unique. Que faut-il faire avec ce calendrier électoral qui donne le tournis, des locales renvoyées à plusieurs reprises, elles vont finalement se tenir en janvier 2022. Les législatives qui vont arriver au mois de juillet de la même année, et à peu près 18 mois plus tard, c'est l'élection présidentielle de 2024. Oui, Quelle réflexion vous inspire ce calendrier électoral? La première réflexion, c'est qu'on va vers une politisation chronique et sempiternelle de l'État du Sénégal. Parce qu'un État ne peut pas passer son temps à préparer et à organiser des élections. Parce qu'une élection, ça s'organise en 3 ou 4 ans. Mais on ne peut pas organiser tous les 2 ans une élection et ça, on va vers ça. Raison pour laquelle il est temps, c'est ce que disent les sirènes de Gao, de s'arrêter. Pour éviter la démocrature, tendance d'une démocratie, mais au fond, c'est une dictature qui n'est pas militaire ni physique, mais dictature de la pensée, dictature de la domination du moment. Oui. Raison pour laquelle je dis, le respect de la parole donnée doit être sacré chez les politiques. Je ne parle pas du pouvoir. S'il y a décalage des locales, c'est à cause de l'opposition qui ne voulait pas aller à l'élection locale, aux élections locales, sans examen du fichier électoral. Le président de la République et son gouvernement ont dit OK, je choisis mes hommes, on lui a dit non. Tu ne peux pas choisir des hommes pour le fichier, c'est nous qui allons choisir avec vous, mais qui ne sont même pas des Sénégalais. C'est ce temps qui a perduré, qui a obligé le gouvernement à repousser l'élection. Et les gens pensent que les élections locales ont été repoussées parce que ça n'arrangeait pas le gouvernement. Non, c'est l'opposition du Sénégal. Donc avec ce calendrier électoral. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rebâtir un consensus et respecter les délais. Très bien. Ne plus repousser, parce qu'un mandat... Toutes les élections, les maires actuellement sont dans l'illégalité totale parce que leur mandat est fini depuis longtemps. Oui. On ne doit pas accepter ça. Illégalité, pour les députés. illégitimité. Oui. Or, la légitimité est le soubassement de la légalité. Si tu prends une loi, c'est parce que tu as l'aptitude Un mot sur le découpage administratif de Dakar avec le Keur Massar, 46e département. Êtes-vous convaincu par les raisons de correction des incohérences avancées par le gouvernement? En 30 secondes. Sur ce point, je suis convaincu parce que ce qu'il faut oublier, et je le dis dans le bouquin, le président est un organe de choix. Il est choisi pour choisir. Très bien. On termine sur la culture quand même. On dira un mot. Oui, on a vu les artistes répondre à votre invitation lors de la présentation de votre livre. Vous avez été directeur général du Bureau sénégalais du droit d'auteur qui a été supprimé au profit de la SODAV. La culture sénégalaise. Ça devait être le levier du développement. C'est vaste en posant la question comme ça, mais je la mets dans le contexte de votre livre. Quelle réflexion? On parle de développement du Sénégal. La culture, Senghor l'avait compris, mais il l'avait orienté vers l'aspect folklorique. Il faut orienter la culture vers l'aspect économique, ce qu'on appelle l'économie culturelle. La culture peut être le levier de développement de ce pays. Senghor avait quand même organisé le premier festival mondial des arts nègres. On n'est pas allé vers des industries culturelles. Mamadou Ibra Kane, demandez à Dembel, mon ami, je le salue au passage, lorsqu'une corde de guitare se casse au Sénégal, il faut aller en Allemagne pour l'acheter. Où sont les industries qui fabriquent des instruments de musique dans ce pays? Un micro. Vous n'avez jamais vu au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, une usine qui fabrique des micros. Il faut aller vers l'industrialisation. Aux États-Unis, après l'armée, l'économie culturelle vient bien avant l'économie. On n'a pas prolongé Senghor. Il faut maintenant. Tu m'as parlé de qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Il faut. Oui. Allons à Bambey,
mettons une usine qui fabrique des micros qu'on va vendre au Burkina, qu'on va vendre en Guinée-Bissau, au Mali, en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Et la demande, culture, elle est là. Ce n'est pas que cela. La culture, c'est maladroitement défini au Sénégal parce qu'on dit que c'est la coutume et la tradition Ada ak Cosaan. C'est pas ça la culture. C'est au début Senghor disait que la culture est au début et à la fin de tout. Oui. Si c'est au début et à la fin de tout, la culture ce n'est rien d'autre que l'identité nationale. De Gaulle, quand il était président en France, le seul ministre d'État de son gouvernement, c'était André Malraux, ministre de la Culture. Il faut revoir la définition de la culture, sinon elle va s'étioler, la culture sera biaisée, on croira que c'est le folklore, le farfelu et l'aspect carnavalesque. Or, la culture, c'est ce qui fait l'homme. Ta manière de t'habiller, ta manière de boire, ta manière de t'asseoir, ta manière de t'exprimer, ta manière, c'est ça qui fait la culture. On doit rehausser la dignité de la culture en lui donnant la possibilité d'investir dans les industries culturelles pour créer de l'emploi et du développement. Bien, merci. Mounirou Sy, Mohamedou Mounirou Sy, vous êtes docteur en droit, juriste donc. Vous êtes maître de conférence à l'université de Thiès, l'université Iba Der Thiam. Les sirènes de Gao, l'Afrique après 60 ans d'indépendance, c'est le titre de votre ouvrage, préfacé par professeur Felwine Sarr et docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères. Émission jury du dimanche, iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, imedia.sn, débat au texte à la photo Abdoulaye Sylla. La réalisation de cette émission, Mas Mboup, Babacar Ndiaye, Ibamar Sen, Ndiankou, Sedina Mbeng, réseaux sociaux Fatima Ba, Biram Pouy, Bikon. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.